Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce premier numéro de la saison 3 de French Big Ballers. L'important pour créer une dynastie est de conserver les joueurs phares du roster et c'est toujours le cas ici. Ce confinement lui offre un second souffle comme LeBron et malgré ses 55 ans et ses genoux flingués, il est prêt à encaisser les live tweets en pleine nuit. Adrien est avec nous. Comment ça va Adrien? Ça va, impeccable. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast. Il charbonne en silence durant l'intersaison pour tout fracasser une fois la reprise arrivée et donc tout l'inverse de Kyle Kuzma. Nas, comment ça va? Écoute, salut Clément, c'est Adrien. Comme d'habitude, ça va super. J'ai eu la PS5 aujourd'hui en plus, donc journée complète, journée réussie. Ok, donc on est là depuis 30 secondes, tu flexes déjà. C'est Oh là là. Bon messieurs, les dernières confettis ont été balayées par des agents d'entretien. Les dernières gouttes de champagne disparues des corps de nos athlètes Purple and Gold. Nous voici pleinement rentrés dans la traditionnelle intersaison. Cette période de l'année qui permet à Carmelo Anthony d'afficher un poids raisonnable, André Drummond qui se met à jouer comme Stephen Curry et Steve Ballmer qui se répète inlassablement que cette année c'est la bonne. Qui dit intersaison dit reprise prochaine et ce début de saison interviendra le 22 décembre, on le rappelle, pour un calendrier exceptionnel de 72 rencontres. Généralement situé à la fin juin, la draft a finalement eu lieu hier, messieurs, vous l'avez suivi en direct bien entendu, et nous a réservé son lot de surprises que l'on va détailler avant d'aborder le dossier alléchant de la free agency. Messieurs, qui veut parler de cette draft riche d'enseignements côté Lakers? Adri, vas-y, parce que c'est sûr que okay. on va parler d'enseignement, je pense, pas vraiment. Ouais, non, mais je vais me lancer. C'était une draft. Voilà. Bon, on le rappelle, messieurs, quelques jours avant cette draft, les Lakers étaient en possession du pick 28, donc du 28e choix à la draft. On avait enregistré un podcast pour évoquer quel joueur cibler avec ce 28e tour. Et malheureusement, ou fort heureusement pour nous, on va en discuter, mais les insiders que sont Shams Charania et Adrian Wojnarowski, à tes souhaits, mais ils ont évoqué les rumeurs qui est OKC et les Lakers autour d'un échange de Dennis Schroeder du pick 28 et donc de Danny Green. Et donc ça s'est mis en place juste après la draft puisque les Lakers ne pouvaient pas envoyer le pick de draft avant de sélectionner un joueur du fait de la Stepien Rules. Messieurs, Dennis Schroeder, votre avis à ce sujet puisqu'on nous pose quand même beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce qu'il va être titulaire? Est-ce qu'il va être remplaçant? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il faut le prolonger maintenant? Un avis sur la question? Oui, c'est vrai qu'on a eu la question sur la prolongation. On peut déjà démarrer enfin en tout cas à mon humble avis sur son rôle et sa position, je parle dans la rotation. Moi je le vois plus sortir du banc que dans le 5 de départ parce que justement en fait il est entre guillemets la pièce manquante qu'on n'a pas eu pendant cette saison. C'est sur le banc, c'est cette personne qui est capable de pouvoir créer son tir autre que Anthony Davis. Lui dans ce registre-là, il y arrive plutôt pas mal. Il a un tir extérieur. Il est plutôt même adroit, on va dire, quand il faut attaquer la peinture. Et je pense que ça pourrait être un duo intéressant avec AD. On en parlait avec Adrien un peu en privé. Il y aura sûrement des limites, peut-être au niveau du pick and roll, mais ça c'est toujours pareil. C'est sujet à ajustement. Peut-être que ce sera pas incroyable au début, mais que ce sera bien. Pour moi, c'est un bon pick-up. On perd Danny Green, c'est effectivement. Alors beaucoup étaient contents de l'avoir perdu parce qu'il n'a pas été efficace sur son 3 points au playoff et c'était littéralement l'une des deux raisons pour lesquelles on l'avait recruté. Mais moi je suis pas super heureux qu'on l'ait perdu. Ça restait quand même un joueur super important, je trouvais, pour l'équilibre défensif de cette équipe et même en termes d'agressivité, etc. Je trouvais que mentalement il aidait beaucoup, tu vois, que ce soit l'agressivité au rebond offensif, l'agressivité sur le porteur du ballon, etc. Donc on leur envoie quand même pas rien non plus, tu vois. Et du coup, on leur envoie leur seul pick avec derrière aucune manœuvre pour en récupérer un autre et pour pouvoir drafter. Donc on se retrouve un petit peu à poil aussi sur la draft. Donc bilan, on va dire mitigé, mais joueur plutôt intéressant. Donc je pense qu'on est gagnant. Est-ce qu'on est les grands gagnants? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on est gagnant quand même. Adrien, ton avis sur la question? Sur Schroeder? Ouais, Schroeder sera le joueur qui aurait pu être grand thriller si on avait gardé le pick 28. Mais non, c'est ce qu'a dit Nas en début d'intervention est tout à fait juste. C'est le type de joueur après lequel on a couru pendant toute une année. D'avoir ce créateur est capable de scorer par lui-même pour soulager notre duo. Donc normalement Schroeder, son rôle, ce sera celui-là. Il faut l'attendre avant tout dans ce rôle-là. C'est un matraqueur de la peinture, il va agresser le cercle de manière permanente. Et les soirs où son pull-up sur le mid-range il sera chaud à ce niveau-là, il fera des grosses sorties à 25-30 points. Les soirs où ce sera moins le cas, ce sera un petit peu moins.
points. Et concernant le tir à 3 points, c'est vrai que ça reste quand même la grande incertitude du jeu de Schroeder, puisque c'est la seule saison où en fait il a une adresse décente. L'année dernière, il shoot à 38,5. En carrière, il est plutôt proche du 32, 31, 33 que de ce chiffre-là. Alors la raison de cette amélioration, elle est simple et elle s'appelle Chris Paul. C'est-à-dire que ses pourcentages à 3 points, notamment catch and shoot, augmentent drastiquement quand il joue avec Chris Paul. Donc il faut croire que jouer à côté d'un créateur élite, ça lui fait du bien sur le tir à 3 points. Ben ça tombe bien, puisque on a le meilleur créateur de la ligue. Minute où il sera aligné avec LeBron James, ça devrait plutôt bien se passer. Puisque outre si on va perdre un petit peu en playmaking par rapport à Rondo, ça c'est sûr, hein, Schroeder c'est pas du tout un profil de créateur pur comme pouvait l'être Rajon Rondo. Par contre, on va le gagner sur la défense individuelle. Là, c'est notamment sa défense sur le porteur de balle, sa capacité aussi à traverser les écrans font que sur le pick and roll, ça sera autre chose que Rondo. Donc techniquement, je dirais qu'en défense, quand il va être aligné avec LeBron, ça sera moins, je dirais, préoccupant que comme ça pouvait être le cas lorsque Rondo était sur le terrain, notamment en saison régulière. Donc en conclusion, oui, non, une bonne addition, c'est quand même un upgrade très intéressant, sous réserve de ce que l'on va faire à partir de maintenant à la free agency. Oui, c'était un peu la pensée que tu avais retranscrit par tweet, Adrien, en disant à voir ce qui va se passer sur les autres postes, notamment le poste 2, mais on va y venir un peu plus tard. Messieurs, je vous propose de passer à une revue d'effectifs, puisque pour le moment, les Lakers ont donc 6 joueurs sous contrat, 7 en comptant Devontae Cacok. Donc, LeBron James est sous contrat, Dennis Schroeder est sous contrat, Javale McGee vient d'activer sa player option, mais ne sera pas free agent cet été. Enfin, cette fin novembre. Par contre, on peut le trade. C'est ça. Maintenant, c'est une option de le trade. Kyle Kuzma est lui aussi sous contrat. Alex Caruso est sous contrat, Talen Horton-Tucker est sous contrat, et Devontae Cacok a toujours un two-way player contract. Je crois que c'est ça, une two-way contract, Adrien? Ouais, c'est ça. Parce qu'il avait signé sur 2 ans. C'est ça. Donc, messieurs, avant de passer au recrues potentielles, avant de signer Gallinari, Ibaka et Rollins au minimum, je vous propose de revenir sur nos joueurs qui sont actuellement free agent ou qui vont l'être, qu'on pense qu'ils vont l'être, puisqu'à l'heure actuelle, les joueurs n'ont pas encore désigné s'ils activaient ou s'ils déclinaient leur option. Et donc on commence, messieurs, par le plus grand, Anthony Davis. Messieurs, est-ce qu'il va partir à Chicago? Dans cette ville natale. Moi j'ai lu un tweet. J'ai lu un mec. Non. Donc on est plutôt d'accord qu'Anthony Davis va prolonger aux Lakers. À moins d'un cataclysme, il va prendre son max, comme prévu, quoi. On a eu des questions sur est-ce qu'il va prendre un peu moins que le max pour dégager un peu d'argent. Non, clairement. Non. Et lui, la personne qui nous posait la question mentionnait le fait qu'il avait pas trop l'air d'être près de ses sous, entre guillemets, d'être prompt à peut-être lâcher un peu de l'est, mais non, ça reste une superstar NBA avec un ego, et en plus ça sert à rien. Non, là il va prendre le max et puis il va garder le stylo avec lequel il va signer le contrat aussi. Ouais, complètement. La question réside un peu plus sur la durée de ce contrat. Sur la durée du contrat, tout à fait. Ouais, mais là c'est une autre histoire. Il y a deux hypothèses. Soit tu vas faire du 1+1 pour conserver toujours la flexibilité sur la free agency de 2021 et s'aligner peut-être avec LeBron, ou alors il va faire le 2+1. Pourquoi? Parce que le 2+1 lui permettra au bout de 2 ans de passer un niveau. Exactement, d'avoir le palier des 10 ans dans la ligue, et là à ce moment-là il pourra viser très 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 cher. Yes. Après le 2+1 c'est bien, mais dans le cas du 1+1 ou du 2+1 il y a quand même encore une tendance qui se confirme, c'est que de moins en moins les franchises ont la main sur leurs gros joueurs, et tu peux dire bon allez, t'es une franchise merdique comme les Clippers, ça peut s'entendre, mais toi même en étant Lakers et en étant champion, tu vois, même ça t'arrives pas à te dire ok c'est bon, on se blinde Anthony Davis pour 5 ans. 4 ans d'Anthony Davis, ouais, complètement. 4 ou 5 ans. Ouais. Tu peux pas. C'est-à-dire que chaque fois, tu vas te dire, il faut qu'on soit très compétitif. Et c'est pas une épée de Damoclès, mais quand même, ce petit nuage, tu vois, dans le ciel bleu de Los Angeles, fait que, à la free agency, ça peut te changer ta stratégie, hein. Et est-ce que tu vises un peu de stabilité quand même, parce que c'est une des hypothèses de travail, ou alors te dire que non, il faut déjà anticiper l'après LeBron et promettre Anthony Davis la deuxième ou troisième superstar qui lui permettra de s'engager dans la durée. C'est pas évident
pour le front office. Non, et je pense que c'est d'ailleurs, pour rebondir rapidement sur ce que tu dis, je pense que ça demande vraiment à cette génération de GM de justement manœuvrer avec leur temps, entre guillemets, et d'être super flex et d'être justement super visionnaire dans la façon dont ils bossent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle finalement, autant on a beaucoup critiqué Pelinka au début, autant si il décide de garder son plan tel qu'il l'exécute jusque maintenant. En réalité, moi, je serais pas super inquiet, même si Anthony Davis venait pas à prendre un long contrat pour les raisons que t'évoquais, le contexte que t'évoquais. En vrai, quand t'as un GM suffisamment agile pour comprendre ça et pour établir sa stratégie long terme, du coup, en partant de tout ce contexte-là, ça peut. Enfin, pour moi, il y a pas vraiment de problème. Et Rob Pelinka a l'air d'être suffisamment bon et suffisamment et pas has-been plutôt, je devrais dire, pour pouvoir manœuvrer avec l'équipe comme ça, quoi, avec la franchise comme ça. Il faut être très très bon effectivement dans le fait de gérer les différentes timelines, tu vois, d'avoir des 2-3 scénarios en parallèle et de se dire d'être très réactif quoi qu'il se passe. C'est pas évident. C'est pas évident. Le boulot de GM à l'heure actuelle est plus compliqué que ce qu'il pouvait être il y a 4 ou 5 ans. Ouais, carrément. Après bon, il est toujours plus facile quand t'es dans un marché comme les Lakers aussi, tu vois. Faut être réaliste parce que t'attires, surtout qu'en plus là avec le titre, la nouvelle bannière, on va dire très récente, très moderne, pour la suite ça va notre franchise va continuer d'attirer, si tu veux, les stars et même les superstars, mais malgré tout, faut pas faire n'importe quoi Tu sais à quoi tu vas le mesurer, l'attractivité de ta franchise en étant champion. Justement, qui tu pourras attirer avec ta full mid-level exception. Ça, ça sera un critère. Qu'est-ce que tu peux attirer comme personne avec ça. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand tu vois typiquement Gallinari, on va en parler, mais en préambule, qui nous faisait des appels de phare il y a passé un temps, là est prêt à prendre le billet chez les Hawks. Tu te rends compte qu'en fait, en réalité, il y a quasiment aucune franchise qui a le contrôle sur quasiment personne. En fait, en réalité, le marché est super bordélique. Tu sais, les superstars, tu sais pas si elles veulent une franchise pour s'y installer, pour y faire entre guillemets leur vie ou une grosse partie de leur carrière. Et même les joueurs, on va dire bons, voilà, moyen plus ou bons, même eux, t'es incapable de savoir si c'est des mecs, si c'est des glory hunters qui veulent un titre ou si c'est des mecs qui veulent la thune pour mettre la daronne en Tesla, tu vois. C'est incompréhensible en fait. En réalité, ce marché, il est compliqué. C'est pour ça que même d'ailleurs aborder ce pod, en vrai de vrai, on va l'aborder, on va évoquer plein de points. Il y aura probablement plein d'endroits où on aura tort parce que franchement, on n'est pas Madame Irma, quoi. Il y a pas mal de trucs qu'on peut pas deviner, quoi, en fait, en réalité. Pour en revenir à Anthony Davis et la gestion de Rob Pelinka, de ce qui ressort parmi les insiders, c'est que Rob va certainement proposer plusieurs scénarios à Anthony Davis et va même pas négocier sur ce qu'il proposera comme contrat. Anthony Davis prendra ce qu'il lui voudra, donc soit un 2+1, soit un 3+1, soit 5 ans, ce qui reste peu probable, mais voilà, ça lui sera proposé et Rob n'essaiera même pas de négocier à ce sujet, quoi. Tu peux pas faire autrement. Non, bah non, si tu vises le back-to-back et que tu veux un avenir pour ta franchise post-LeBron, tu fais pas la fine bouche avec littéralement l'un des 3 meilleurs joueurs de la ligue, quoi, tu vois. Surtout qu'il faut faire attention faut faire attention puisque les Knicks ont commencé à couper des joueurs et à décliner les options, et attention, ils vont pouvoir recruter nous. On passe au deuxième free agent, messieurs. Kentavious Caldwell-Pope. Ah, le KCP. Alors, si tu veux, avant de commencer quand même sur l'ensemble de nos free agents, quand même, peut-être, je sais pas si tu serais bien capable de faire le point sur notre situation salariale. Tu vois, et en gros, quelles sont nos possibilités, nos marges de manœuvre en termes de recrutement. Ça me semble quand même pas mal de faire le point. Ça permettra aussi à certains de nos auditeurs d'arrêter de faire des scénarios, tu vois, un peu trop, je sais pas, de fantasmer, c'est ça. Ouais, voilà, carrément irréel. Pour être gentil, ouais. Actuellement, la situation salariale des Lakers, c'est celle-ci. Bon, là on a eu l'information comme quoi Maggie a prolongé, on attend Bradley, mais imaginons que Bradley active son option, donc on a à peu près 71 millions de contrats garantis. Après on a de l'argent perdu du fait des contrats du Holding et de Quinn Cook qui vient d'être waived et qui compte pour 1 million, donc on a à peu près 6 millions d'argent de dead money. On a Anthony Davis qui va prendre ses 32 millions et 740 000 $. On a les cap hold de KCP qui s'élèvent à 10,15 millions, et on a également ce qu'on appelle les roster charges, c'est-à-dire les cap hold des joueurs qu'on devra signer pour compléter le roster, et à environ 4,50 millions. Ça fait que tout ça nous fait 125 millions $. 125 millions $, ça veut dire, les gars, on n'a pas de cap space. On peut signer personne sur le cap space, et on a juste, on va dire 4 types de possibilités. La première, c'est les joueurs qui sont free agent et dont on a encore les droits pour aller prolonger selon les règles qui sont propres à leur situation. 2, on aura la possibilité d'utiliser la full MLE
MLE sous réserve qu'on ne dépasse pas les 138,9 millions quand on l'aura dépensé. Donc la full MLE cette année, c'est un peu plus de 9 millions et 300 000 $. On a également la biannual exception qui, elle, s'élève à 3,6 millions. Et la dernière possibilité, c'est les contrats minimum. Voilà. Donc, pour revenir à KCP est free agent, mais il compte pour l'instant, puisqu'on n'a pas renoncé au droit de KCP, il compte pour 10,15 millions de dollars dans le cap. Voilà. Clément, je te redonne la parole. Je reprends. Donc, on était à KCP, messieurs. Choix cornélien, puisqu'il sort quand même d'une bonne saison, finalement, après un départ très calamiteux. Et il sort des playoffs en tant que titulaire, puisqu'Avery Bradley avait déclaré forfait pour cette bulle. Et donc, il devrait décliner son option. Quoi lui proposer, à votre avis? Est-ce qu'il faudrait qu'il prolonge? Enfin, est-ce que vous souhaitez le voir prolonger déjà? Et que pensez-vous qu'il va faire? Moi, déjà, oui, pour une seule raison, c'est qu'il a été, pour une seule raison, plutôt que je veux dire pour une grosse raison, c'est qu'il a été notre, on va dire passé décembre, janvier, il a été littéralement notre seul tireur extérieur ultra régulier, que ce soit sur la saison régulière ou sur les playoffs. Il a été l'un des très rares qui a pas connu de grosses baisses de régime, super efficace à 3 points, une vraie option quoi. Son tir était ultra respecté par tout le monde. Il s'est vraiment mis dans ce mode catch and shoot, même dans ce mode parfois pull-up free en transition rapide. Moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup et je me dis si demain on le perd, finalement, qui est-ce qui va nous rester, sachant que Danny Green sera plus là. Et Danny Green reste quand même un bon tireur extérieur, même si ses playoffs n'ont pas été terribles. Qu'est-ce qui va nous rester aussi pour mettre des tirs à 3 points? Parce que c'est quand même aussi l'une des, même si c'est pas la carte numéro 1 des Lakers, c'est obligatoire dans cette ligue pour pouvoir gagner quoi que ce soit, tu vois. Donc, moi déjà, ne serait-ce que pour ça, c'est un joueur que j'ai envie de garder dans mon équipe. Au-delà du fait qu'en plus, il se soit imposé comme troisième option, on va dire régulière, qu'il a un peu fait finalement ce que beaucoup attendaient de Kuzma finalement. Donc, je parle sur le scoring notamment, et qu'il n'était pas spécialement médiocre en défense. Donc, moi KCP, je le garderais bien. Franchement, c'est un joueur que je garderais bien. Adrien, on a eu des questions sur le montant proposé à KCP, sachant que le maximum, c'est, je crois, 175% de son ancien contrat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, environ 14,7 millions. Ouais, c'est ça. On a une question d'un des comptes des Sixers, donc c'est l'un des Sixers FRA, qui nous posait la question sur le montant. Est-ce qu'on signerait, à la place de Pelinka, est-ce qu'on signerait Kentavious Caldwell-Pope à 15 millions l'année? 15, déjà, on peut pas. Oui, à 14,7. Arrondissons à 14,7, oui. Le maximum qu'on puisse lui proposer actuellement. Ouais, je pense qu'on peut. Déjà parce qu'on l'a déjà payé plus cher sur une saison, donc on sait déjà ce que ça fait que de lui donner plus que 13 ou 14 millions. Après, si tu peux le gratter à 13 ou à 12, tu grattes à 12 ou à 13. Mais si KCP est prêt à s'engager sur un 2+1 à 12-13 millions, je pense qu'il faut le faire. D'une part parce que c'est un des rares joueurs dans le roster sur lequel tu peux encore avoir la main. Dans le sens, tu peux encore avoir la main parce que contractuellement parlant, tu peux lui proposer pas mal d'argent. Ouais. Alors, le risque, c'est comme tu vas alourdir la masse salariale, donc pour 2021, tu auras peut-être moins de flexibilité. Mais si KCP réitère sa bonne saison et ses bons playoffs comme la Dinas, il a une valeur aussi. Voilà, exactement. Il a une valeur, il aura un asset avec une certaine valeur, voire une valeur certaine. Et donc, ça serait pas très compliqué à bouger dans un deal. Ouais. Donc voilà, pour ces raisons-là, pour les certitudes qu'il présente sportivement, comme l'a fort bien rappelé Nas, et pour ces opportunités contractuelles à terme, je fais ça, je fais le deal. Donc je fais le deal à 14, si jamais on est dos au mur, enfin si jamais Pelinka est dos au mur, il signe malgré tout, mais si tu peux lui proposer un 2+1 avec à 12 millions, tu dis va à 14. Oh, oui, même à 13, même à 14, je dirais va mince. Ah d'accord, donc parce que 14 j'imaginais qu'à 14 tu repartais sur un an quoi du coup, ou sur 2 ans plutôt que sur un 2+1, non? Ouais, ou même sur un 2+1, tu vois, tu peux t'engager sur 2 ans à 14, c'est pas ça me dérange pas plus que ça. Tu vois, après entre 12 et 14, la marge elle nous enquiquine pas plus que cela, tu vois, si ça le rend plus heureux, tu vois, si ça l'empêche, tu vois, de faire la tête pendant 2 mois en disant j'ai pas eu mes 2 millions, bah c'est bon, prends-les. Millions. Et en plus c'est un joueur historique du roster, c'est le joueur le plus ancien du roster avec Kyle Kuzma. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là, c'est fou. Donc KCP on conserve quoi qu'il arrive. Ouais, j'aurais été chaud moi aussi KCP. T'as pas le choix.
pas le choix. Avec le trade de Danny Green, t'as pas le choix. Ouais, bah oui. Propulsé dans le starting five, on est d'accord que KCP reste dans le 5 de départ. Ah oui. Il peut tout à fait. Il est tout à fait éligible à rester comme le poste 1 du starting five. Ouais. L'autre poste 1, messieurs, qu'on a eu en début de saison jusqu'à l'arrêt Avery Bradley. Coronavirus. Avery Bradley qui n'a toujours pas activé ou décliné son option à l'heure où on parle. Et par contre, les bruits faisaient d'une volonté, d'une volonté de rester, mais une volonté aussi d'opt-out en fait, de décliner son option pour devenir free agent et pourquoi pas rester en prolongeant. Donc en prenant plus. C'est ça, en prenant plus mais et en prenant plus longtemps. Mais pas beaucoup plus non plus. C'est ça. Puisque là aussi, lui, il est limité à 120%. C'est ça. Il a pris combien cette saison? 5 millions. Et il avait un peu moins de 5 millions. Il avait un peu moins de 5 millions. 4 millions 700, un truc comme ça. Et son option? Son option, elle était à 5 millions pile quasiment, ou 5 millions et $5,000. C'est fou quand même. Ce fou, on l'a relancé quand même cette saison. Parce que alors lui, franchement, en termes de, enfin, quand on l'avait signé, je sais pas si vous vous rappelez, on n'en attendait pas. Non, c'était un pari, ouais. C'était un pari. En même temps, on est toujours blasé quand on signe quelqu'un. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. À part Anthony Davis, même et encore, on a beaucoup donné. J'avais été quand même blasé. Pour le coup, concernant Avery Bradley, on était quand même resté un peu, pas dubitatif, mais curieux de voir comment ça allait donner. Mais si le fit fonctionne, enfin, si Avery Bradley reproduisait un peu ce qu'il avait fait sur les années précédentes, le fit pouvait fonctionner. Et ça a mis un peu de temps au départ. On sait qu'il s'est blessé ensuite, c'était très compliqué de revenir dans le starting five. Et puis finalement, sur la deuxième partie de saison, il était très très satisfaisant. Moi, j'ai un gros souci avec Avery Bradley. Je le dis. Alors déjà, le maximum qu'on pourrait lui donner s'il part sur il décline son option et on le prolonge, on peut lui donner sur 5,7 millions la première saison. C'est tout. On peut pas aller au-delà de ça. Donc le gain, c'est vrai que pour lui, le gain financier, il est quand même minime. C'est les années de contrat qu'il va aller chercher. Bon, après, tu peux dire, c'est pareil, c'est pas une monnaie d'échange qui est imbougeable, hein. Avery Bradley à entre 5 et 6 millions, ça s'échange assez facilement. Même à des contenders d'ailleurs, parce qu'il a un profil qui est quand même intéressant, tu vois, pour des équipes qui veulent jouer quelque chose. Ouais, non, c'est pas inintéressant. Mais j'ai quand même deux soucis, c'est qu'il est quand même, son impact sur le terrain est ultra dépendant d'une chose, c'est son tir à 3 points, qui n'a pas toujours été là cette année. Hein, c'est pas le mec, tu dis, ok, il est libre dans le corner, c'est bon, c'est dedans, c'est ficelle. Non, il a eu des très bonnes sorties, mais très irréguliers. Et rapporté au contrat, si tu trouves moins cher, tu vois, je préfère, si tu as la quasi-certitude maintenant, allez, on va dire qu'on a un peu fait du tampering un peu partout, dans les coulisses, et si tu sais qu'avec la BAE, ou au minimum, tu peux avoir un joueur qui aura à peu près la même productivité, mais pour au moins 2 fois moins cher, je laisse partir Avery Bradley, d'autant que en le faisant partir, tu sais que tu as accès, sans trop de soucis, à la full MLE. Mais du coup, ce serait qui ce joueur? Parce qu'il faut aussi dire les termes à un moment donné, parce que en vrai, qui je viserais à la place de Bradley pour moins cher? Ouais. Alors j'ai 2 candidats à la BAE, personnellement. Vous voulez pas les garder pour après ou? D'accord. Si elle les garde, on les garde, d'accord. On les garde pour après. Allez, on les garde pour après. Et voilà pourquoi moi je te dis Bradley, oui, mais c'est pas tu le peux faire joueur encore mieux si t'arrives à chercher si tu creuses un petit peu. Ouais, si t'as le plan B qui est verrouillé, je dis c'est pas grave de laisser partir. D'accord. Intéressant, tu vois, je t'avoue, j'avais pas trop pensé à ça, quand je m'étais posé la question sur Bradley. Tu parlais tout à l'heure de sa cote auprès des contenders en titre, du coup, et c'est vrai qu'il avait été cité, si jamais il déclinait son option, il avait été cité, un intérêt de Milwaukee et un intérêt de Golden State. Oui. Bah, c'est quand même encore Golden State comme un candidat au titre maintenant que Klay Thompson s'est déchiré. Dans Nashi, je sais pas trop, mais ouais. Par contre, tu vois, là-dessus, si Golden State est toujours intéressé par le joueur, sachant qu'ils ont une trade d'exception, là, il y a peut-être un petit truc à faire, tu vois. Tu vois, l'échanger, lui, envoyer Bradley, récupérer la trade et délester une 3e franchise d'un joueur qui pourrait nous intéresser à un poste qu'il faudrait combler, pourquoi pas. Ouais, intéressant. Donc on garde Avery Bradley, on peut garder, mais beaucoup moins certainement que Kentavious Caldwell-Pope, du coup. Pour moi, oui. C'est vrai que nous, dans les différents tweets qu'on a eu au sujet d'Avery Bradley dernièrement, les gens voulaient absolument le garder, quitte à le prendre sur plusieurs années. On reste. Toi, Clément, c'est quoi ton avis, toi? Sans le trade de Dennis Schroeder, je pense que j'aurais absolument voulu le conserver. Le blinder aussi, carrément? Ouais. Et mine de rien, l'arrivée de Dennis Schroeder et qui va prendre 30 minutes, grosso modo, Dennis Schroeder sur le poste 1. En gros, t'as besoin d'un mec qui peut tenir 20 minutes et il y en a sur le marché qui n'ont pas forcément tout à fait le même rôle que Avery Bradley en défense et en attaque, mais qui pourront avoir cet apport, que ce soit au niveau du spacing et au niveau de la défense sur d'autres joueurs. Et là, tu
tu parles de, Et la, tu sais- tu parles de la first ou de la second unit en disant ça? De la first unit. Moi, je vois La Schroeder first unit. 6e homme, et donc il faudrait un meneur. Enfin, un meneur. Un mec qui va occuper le poste 1 parce que c'est LeBron le meneur. Mais du coup, tu dis, bah, enfin, moi, je sais pas, je pose ça dans la mare. Est-ce que ce serait super déconnant de voir KCP, par exemple, en 1 et Caruso en 2, démarrer sur la saison? Est-ce que pour vous, c'est inconcevable que l'undrafté Caruso soit titulaire l'année prochaine dans cette équipe des Lakers avec les playoffs qu'il a fait? Ouais, non, c'est pas du tout inenvisageable. Ouais, tu vois, pour moi aussi, par exemple, typiquement. Et du coup, si on se projette sur une optique comme celle-ci, qui sera peut-être pas celle-ci, hein, on verra plus tard, dans ces cas-là, Avery Bradley est encore moins indispensable que ce qu'on se disait, tu vois. Mais oui. Parce que Je vais jeter un pavé dans la mare aussi, Nas. On est champion sans lui. on est champion sans lui, ouais, carrément. Ouais, Tu carrément. vois, On est champion sans lui, et il n'y a pas eu des moments, et franchement, avec l'apport qu'a eu Caruso défensivement, sur les porteurs de balles adverses au poste 1 et 2, il y a pas eu de moment où on était en mode ligne rouge. Là, on a une grosse limite des Lakers. C'est la défense, Ouais. c'est la défense sur le porteur de balles adverse, tu vois. On a eu des petits moments, on a eu un peu peur avec Lillard, mais le reste de l'équipe était tellement pauvre que bah, c'était juste des petits coups de chaud, et puis c'était pas plus que ça. Maintenant, quid, est-ce que Bradley aurait mieux fait que Caruso sur Lillard? C'est pas sûr non plus, tu vois. Mais ouais, complètement. On est champion sans lui, comme tu disais. Là, on n'a pas eu de moment Daniel Non. House. Voilà. Voilà, c'est lui qui nous empêche de battre les Lakers. Oh mon dieu. Mais ouais, non. Mais putain. Donc ouais, tu vois, dans une optique où t'intègres vraiment Caruso dans la rotation en lui donnant beaucoup plus de minutes et en te disant c'est lui qui va en gros faire les minutes que Schroeder ne fera pas, enfin plutôt soulager Schroeder sur la défense des postes 1 et 2 et même en first unit. Moi Caruso, je dirais pas non, tu vois, pour continuer avec lui. Et donc dans ces conditions, Bradley, si tu veux, ça devient de moins en moins utile, surtout si il faut donner de l'argent. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, tu me coupes si je dis des conneries, Adrien, mais sur l'outil de Cringy, donc de B-Ball Index, Avery Bradley et Alex Caruso ont le même rôle défensif. C'est ça. Ouais. Et puis t'as un troisième joueur qui peut aussi avoir le même rôle défensif qu'Avery Bradley et qui est sous contrat, non, qui est sous contrat avec nous. Oui. Et qui Dennis s'appelle non. Ah non. Non, qui s'appelle Talen Horton Tucker. Ah oui, d'accord. Non, je pensais que tu parlais de Dennis Schroeder qui était lui aussi. Moi je parle vraiment de Talen Horton Tucker qui a absolument le même profil qu'Avery Bradley, tu vois. Alors combo guard, lui peut-être qui est un peu plus vers le swingman, mais qui pour l'instant fait de bonnes sorties défensives, qui a plus un profil actuellement défensif qu'offensif, mais qui a un 3 points. Lui c'est plutôt un chantier, mais bon, avec une marge de progression, il pourrait se rapprocher des chiffres d'Avery Bradley, et qui a aussi quelques petites qualités sur le playmaking, notamment et sur la création pour les autres, où il peut vraiment retrouver exactement le même rôle qu'Avery Bradley, et pour le coup, pour 3 fois moins cher. Ouais, mais après, minus l'expérience et en NBA surtout, parce qu'on l'a pas beaucoup vu défendre sur du porteur de balle jusqu'ici en NBA, tu vois. C'était sûrement super solide en G-League, mais cette expérience, il a pas encore cette expérience pour moi NBA suffisante. D'ailleurs, c'était une des questions qui nous avait été posée, donc peut-être y répondre dès maintenant par rapport à THT, je sais pas. Mais moi là, un peu, voilà, je sais pas, un peu sceptique, Adri, sur THT. Est-ce qu'il est NBA ready pour être aussi impactant défensivement que Bradley? Pas nécessairement impactant, mais au moins efficace, plutôt, je devrais dire. Je sais pas. Non, mais si tu veux, c'est se dire le rôle d'Avery Bradley. Tu as déjà 2 joueurs dans ton effectif sous contrat qui peuvent le remplir. D'accord. Pas de la même manière. Pour l'instant, c'est clairement Caruso qui a gagné l'ensemble des minutes puisqu'il a prouvé que lui, à n'importe quel niveau, il pouvait assumer ce rôle-là. Mais du côté de Talen Horton Tucker, avec un an de plus, donc un an en plus d'expérience, avec un peu plus de responsabilité, c'est-à-dire des minutes plus régulières dans la rotation, est-ce que lui aussi serait pas amené à remplir ce rôle-là? Alors, tu as ces 2 joueurs-là qui te coûtent en cumulé 4 millions. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter 5,7 millions sur plusieurs saisons pour faire exactement la même chose? Tu vois, c'est comme ça que je poserai le débat. Non, mais ouais, c'est une bonne façon de le voir. Mais si on passe au joueur suivant, un joueur qui nous aura rejoué en cours de saison, Markieff Morris, monsieur qui est free agent, fait-on. Compliqué. C'est compliqué. J'aimerais tellement que la situation contractuelle de Kyle Kuzma et de Markieff Morris soit inversée. Tu vois, que c'est Kyle Kuzma qui soit, tu vois, en fin de contrat et on a encore un an de contrat de Markieff Morris. Voilà à quel point je suis emmerdé parce que lui, tu l'as fait signer pour t'amener ce que Kyle Kuzma aurait dû t'amener et qu'il a vraiment amené pendant la fin de saison et pendant les playoffs. Pendant les playoffs surtout. Tu vois le tir extérieur. Ah putain, ouais. Et ça fait. Et ça
t'ouvre tout, quoi, tu vois. Et que toute notre stratégie, quand même, c'était de défoncer les peintures adverses match après match. Et lui, il t'aide à ouvrir tout ça. On a quand même démembré les Rockets. Alors pour nous, c'était l'épouvantail sur ces playoffs en grosse partie parce que Markieff Morris a été super fort. Hein. Faut pas l'oublier, tu vois. Donc comme toi, emmerdé, ouais. Parce que il a quand même pesé. Hein. Franchement, sur ces playoffs, il a pesé. Adrien, tu devrais réclamer quoi comme salaire bien plus que la biannual exception, par exemple? Non, je pense pas. Le marché n'est pas aussi fort pour qu'il y ait une équipe qui lui propose entre 10 et entre 7 et 10 millions par an. Je le vois pas ce marché-là pour lui. Donc lui, tout dépend de ce qu'on fait avec d'autres joueurs et notamment avec la MLE. Mais si on pouvait le prolonger à 120% de son salaire actuel, je me dis que ça peut passer. Et s'il a envie de se dire bon d'accord, je reste un an de plus dans cette équipe-là, quitte à rebondir en 2021 quand il y aura à nouveau la hausse du cap et beaucoup d'équipes auront du cap space. Et le back-to-back aussi champion. Ouais, voilà. Et là, alors voilà. Après, je sais pas quel est l'attachement de Markieff Morris à la situation sportive, mais oui, c'est ces arguments-là que je proposerais. Et si tu peux l'avoir pour ce tarif-là, ouais, pourquoi pas. Ok. Toi aussi. Sinon, si c'est un joueur sur lequel tu te dis, vas-y, pardon, excuse-moi, Adrien. Non, vas-y, finis, Adrien. Non, si c'est un joueur sur lequel tu te dis, je vais devoir dépenser plus de 50% de la full MLE, j'ai pas envie. Ouais. Je te parlais tout à l'heure de la biannual exception, qui est à 3,6 millions. Mais t'es pas obligé. Tu peux le prolonger à un peu plus, à 120% de son salaire actuel. Il a combien déjà son salaire actuel? Il a 3 et quelques, non? Ouais. Ok, très bien. Donc là, soit aussi tu aimerais conserver Markieff Morris. Ouais, moi j'aimerais bien conserver Markieff Morris, ouais. De même moi, on peut peut-être passer au suivant. Dwight Howard. Ouais. Ah, ça c'est Phoenix. Tu vois, ça c'est la grande question. C'est un peu comme Bradley pour moi, tu vois. Ouais, mais oui, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud parce que lui, pour le coup, avec son rôle impactant pour les Lakers, tant sur la saison régulière que sur les playoffs, et notamment ses coups d'éclat face aux Nuggets, on s'en rappelle. Lui, il peut potentiellement donner de l'argent et il peut potentiellement aussi trouver des franchises qui lui donneront de l'argent. D'autant qu'en plus, il arrive aux Lakers, lui, un peu dans ce mindset justement, pas de glory hunter, mais de je veux ma bague avant de me retirer. Il a sa bague. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, il est toujours super intéressé par le challenge sportif pour renquiller sur une année, peut-être pas un salaire pas à sa juste valeur, mais moins que ce que pourrait le proposer, je sais pas quelle autre équipe, je sais pas. Bonne question. Tu sais que c'est une vraie question. Qui voudra payer Dwight à assez cher? Ouais, c'est vrai, c'est une question qui peut peut-être se poser d'ailleurs pour répondre et notamment parmi les équipes compétitives. Ouais. Après aussi la question c'est est-ce que lui il veut une équipe compétitive, hein, est-ce qu'il va plutôt faire comme Rondo, c'est bon, j'ai rempli mon truc et aller chez les Clippers. Mais oh là là. Mais ouais, voilà, tu vois, c'est aussi, on connaît pas son mindset aussi à lui, au Dwight. Je sais pas, moi je crois, tu vois, je me mets dans un scénario, on va dire romantique, fleur bleue, où il se dit, il a renoué avec les Lakers fans. Les Lakers fans le kiffent, lui qui a eu ce chemin de croix, on va dire un peu particulier, mais qui se finit quand même plutôt bien. Et il se dit, vas-y, je remplis sur un an. J'aime les Lakers, finalement, je m'y plais bien ici. Je remplis sur un an. J'aime bien le challenge avec LeBron, avec AD, et je prends moins. Enfin, je prends pas beaucoup trop. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, c'est parce que tu regardes le monde avec tes yeux de la lune de miel de la PS5, tu vois. Donc, Non mais oui, je sais. Non mais clairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, je pense que Howard, son moteur premier, son feu, c'est le respect. Tout le monde lui a ça depuis 3 ans que tout le monde de la NBA lui chie dessus. Cette année, il était en mode rédemption, non seulement à Los Angeles, non seulement aux Lakers, mais aussi dans le monde de la NBA, et il a montré qu'il était un pivot impactant. Et c'est pas gagné. Donc aujourd'hui, je peux comprendre quand il te dit, moi, je veux plus jouer pour gratuitement, entre guillemets, hein. Donc il va chercher une position où le salaire sera le symbole du respect que la franchise lui accorde, tu vois. Je pense que c'est derrière ça qui va courir, et malheureusement dans ce scénario-là, parce que de tous nos free agents, c'est le seul qu'on ne peut pas payer. Littéralement, on ne peut pas payer, sauf si on prend la full MLE. Et alors, moi, il y a un monde où, si on veut vraiment jouer la continuité, où je me dis qu'ok, on dépense la full MLE sur Markieff Morris et Dwight Howard, et je dis, ok, pourquoi pas. Tant pis, ça nous ferme d'autres portes, mais pourquoi pas. Mais à ce moment-là, c'est le seul cas où je dépenserai la full MLE sur des joueurs déjà existants, c'est la partager entre eux deux. Sinon,
Si on a d'autres objectifs et que Howard veut vraiment être payé de manière décente, à ce moment-là, je dis pas tant pis. Merci beaucoup pour cette saison. Merci beaucoup pour ton match-up contre les. Merci beaucoup pour ton match-up contre les, notamment contre les Nuggets et voilà contre Jokic. Bravo. Bon, cette série-là, elle est en grande partie pour toi, mais voilà, on a bien fini l'histoire ensemble. Ouais. Mais bon courage pour la suite. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Désormais, quand tu reviendras au Staples, tu seras applaudi et c'est déjà très beau. C'est vrai. Après, faudra-t-il encore trouver un remplaçant avec un profil similaire, mais on va y revenir un peu plus tard. Messieurs, free agent suivant, je sais que vous l'attendez, Rajon Rondo. Ouais, bon, Rajon Rondo. Au revoir. Au revoir. Non, mais bon, au-delà du au revoir, lui ne veut pas rester de toute manière. Non. Donc, pour moi, le dossier, il est clos. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de news qui sont sorties disant que les Lakers ne poursuivront pas Rajon Rondo. Oui, donc, bon, ça veut juste. C'était quand même sous-entendu par le move pour prendre Dennis Schroeder, quoi. C'était. Oui, en mode tu fais un sign and trade, c'est ça? Non, mais je veux dire, aller chercher Dennis Schroeder, ça signifie quand même que Pelican ne va certainement pas écouter les réclamations. Oui, c'est sûr. C'est sûr que quand t'as signé Dennis Schroeder, tu vas pas donner 14 millions à Rajon Rondo, c'est clair et net. Non, mais oui, du coup, le dossier Rondo, il est clos, quoi. Il est clos. C'était comme Howard, lui, hein. C'est pareil. On avait contractuellement, on peut rien lui donner. Il était au minimum. Ouais. Donc, merci, mais non merci. Tu vois, quand tu mets 15 millions sur un meneur remplaçant, ce qui était le rôle de Rondo, non, tu vas pas rajouter 6-7 millions de plus pour doubler ce poste-là. Ça n'aurait aucun sens. On enchaîne très rapidement pour les prochains, messieurs. Vite fait, du tac au tac, Jared Dudley. Osez rien. Franchement, non, mais je l'aime bien. Le petit footing. Il a donné des tickets aux fans des Lakers pour venir le voir et des places dans les supporters virtuels. Donc il était dans les supporters virtuels, donc c'était super cool. Mais il faut, s'il faut, voilà, s'il y a une dernière place du roster au minimum et que au minimum, voilà, c'est ça, une dernière place au roster tu minimum. prends Jared Dudley. Moi aussi, mais tu vois, voilà, c'est vraiment si. Faire le 15e. D'ailleurs, c'est pas dit qu'on ait 15 joueurs plus les two-way contracts derrière. Peut-être qu'on aura un peu moins de joueurs pour préserver un peu d'argent. On verra. J.R. Smith et Daniel Waiters, messieurs. Goodbye. Oui, au revoir, parce que j'ai vraiment un goût d'inachevé avec Waiters. Je sais pas pourquoi. Moi aussi, j'étais hyper hypé sur ses premiers matchs dans la bulle. Aussi, bordel de merde. Mais depuis Cash Schroeder, c'est mort, quoi. Enfin, le fit n'existe plus. Il est une certaine. Voilà, c'est ça, c'est fini. Merci. À la prochaine. Ou pas. Moi, jamais. Bon. Voyons. On résume tout. Donc, on re-signe KCP. Et si possible, Markieff Morris. Avec Avery Bradley en suspens. Donc, il nous faudrait, messieurs, des joueurs pour remplacer tout ça. Oui, bien sûr. Je propose de commencer on fait poste par poste. Allez. Comme tu veux, ça ou catégorie de dépenses, comme tu veux. Ouais, tu veux faire par contrat, du plus gros contrat possible, donc la full MLE. Ouais, c'est ça, t'as la full MLE, la BAE et le minimum. Allez, allons-y. Il veut dépenser sa MLE sur un jeune Rondo. Non, personne. Bon, suivant. Rondo best MLE, donc. Et des options, on nous en a cité plusieurs, messieurs, pour la MLE. Il y avait Danilo Gallinari qui avait dit qu'il préférait jouer le titre plutôt que l'argent. Bon, visiblement, il a changé son fusil d'épaule quand on lui a proposé 20 millions, mais bon, on verra bien. Non, c'est pas les 20 millions, c'est pas les 20 millions des Hawks, gros. C'est l'association avec Collins. C'est ni plus ni moins que ça. C'est clair. T'as le meilleur lieutenant au poste 4 de la ligue et tu fais, bien sûr que je viens. Direct. Mon Dieu. Bon, sur qui dépenser cette MLE, messieurs? Si tu veux, Gallinari, c'était une bonne option. Moi, le seul souci que j'ai avec Gallinari, bon, déjà, tu sais que tu le prends avec lui et Schroeder. Tu dis, bon, les autres joueurs, bon, vous touchez plus la balle et vous laissez faire les deux, d'accord? Et les deux vont t'amener leur point tranquillou. Après, qu'est-ce qui te coûte en défense? Gallinari, est-ce que Gallinari est encore sur le terrain sur un match de playoff serré? C'est une bonne question, ça. C'est possible, hein. Il y a des soirs où il a vraiment une qualité au shoot et où il peut se mettre en stretch fort, hein. On a déjà vu des line-up où Kyle Kuzma finissait le match et niveau apport offensif, c'était pas ça non plus. Oui, mais là, c'est le contraire. Ceci dit, défensivement, il reste meilleur défensivement. Défensivement, c'était pas dégueulasse tout le temps non plus. Non, mais il reste bien meilleur défensivement que Danilo Gallinari, on est bien d'accord. Donc tu vois, c'est dans l'idée que tu as une seconde unit qui serait encore vraiment en manque d'imagination offensive. Là, Gallo, c'est sûr, c'est un up de ouf. En plus, tu t'as pas besoin de grand chose, hein. Il va juste se foutre autour de l'arc en transition et truc. Tu lui passes la balle et ça
rentre et puis bonne nuit, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a même des matchs où tu peux te dire, LeBron joue pas, très peu, tu le mets en titulaire poste 3, ça peut passer. Ce qui va arriver cette saison, hein, certainement, il y aura du ménagement. Eh oui. Oui, oui, c'est sûr. Des blessures, je sais pas, LeBron aura des ampoules, Anthony Davis aura des dents qui font mal. ça s'annonce compliqué cette saison. Ouais. Donc dans une saison comme ça, c'est vrai qu'un profil comme Gallinari peut avoir du ça peut être mal, mais c'est pas ceci dit, parlons-en d'Ibaka. Vas-y, je spoil direct le truc. Ceci dit, Ibaka aussi s'inscrirait dans cette volonté-là, puisqu'il est aussi capable de scorer, tu vois. Mais Ibaka finit les matchs. Ouais, ça c'est clair. C'est sûr qu'Ibaka. C'est ça la différence. Ibaka finit les matchs. Ibaka, pour moi, c'est encore plus quali que Gallinari, hein, en termes de tiers, tu vois. Si on devait, parce que l'année dernière, on avait fait les free agents sous forme de tier 1, tier 2 et tier 3, tu vois. Bon, là, la FA est trop pauvre pour qu'on puisse vraiment l'organiser comme ça. Mais ouais, Ibaka, par exemple, parlons-en peut-être, Clément, Adric, qu'est-ce que vous en pensez? On peut en parler. Ce qui posait question quand même sur le cas d'Ibaka quand il a été évoqué au Nets et compagnie, c'est que contrairement à Gallinari, qui, je le rappelle, me semble être redevenu sur sa décision, Ibaka est champion. Ibaka est champion et ne va pas aller forcément chercher une bague supplémentaire. Est-ce qu'il va vraiment remplir le compte en banque ou est-ce qu'il privilégiera une équipe qui est potentiellement playoffable, voire finaliste? Je ne sais pas. C'est vrai. Ah oui, en gros, la question que tu poses, c'est est-ce que les Lakers peuvent l'attirer, quoi, en fait. C'est ça. Est-ce que la MLE sera suffisante pour attirer Serge Ibaka? Moi, je vais répondre à ta question. Ibaka, dans toute sa carrière, il a été chaque fois dans des équipes compétitives. Tu vois, dès qu'il met les pieds avec le Thunder devient compétitif. Et la seule saison. Il met les pieds à Orlando. Voilà. La seule saison où il n'est pas dans un environnement où ça gagne, c'est une catastrophe. D'accord? Ouais. Tu vois, il se barre direct, d'ailleurs. Grâce à un trade, tu vois, c'est Ujiri qui le ramène au Canada. Et d'un coup, et après, ça marche beaucoup mieux. Donc, à mon avis, tu vois, il arrive à être dans une free agency où il peut rester à Toronto. Hein. Peut-être d'ailleurs, c'est son seul choix pour lui, s'il veut rester dans un environnement où il est payé et où ça joue quelque chose, c'est rester à Toronto. Maintenant, est-ce que tu veux continuer à te geler les couilles et en ne jouant strictement plus rien au niveau du titre, parce que ce soit à l'Est, maintenant tu vas avoir quand même de sérieux candidats, et à l'Ouest, à mon avis, Toronto n'est pas supérieur aux deux équipes de Los Angeles. Voilà, c'est ça aujourd'hui, hein, le marché d'Ibaka. Donc il peut y avoir un monde où il se dit, ouais, allez, j'accepte la MLE sur 4 ans, ouais, pourquoi pas. Tu vois, c'est 40 millions. J'ai gagné 100 millions, j'ai gagné 100 millions de dollars en carrière. Je crois que c'est ça à peu près, hein, ce qu'a fait Ibaka. Tu vois, avec 40 millions de plus, ouais, pourquoi pas. Ouais, après, ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, tu le verrais prendre et une MLE, donc 9 millions, 3 environ, et un contrat longue durée. C'est ça, Adrien? Ah, à mon avis, oui, parce que si tu peux pas, pour lui, à l'âge qu'il a. Ah, bah oui, à ce stade de sa carrière, il va pas prendre un an et se barrer. Ouais. C'est ça, voilà. Et donc, ce qui me fait dire, là, j'y pense à l'instant, c'est comme pour les autres joueurs qu'on a mentionnés précédemment, notamment KCP, c'est que si tu offres quelque chose à Ibaka, il va falloir s'engager sur la durée. Donc ça, c'est encore, ce sera de la flexibilité en moins pour 2021. Mais est-ce que tu peux refuser un Ibaka sur 3 ans, tu vois, à ce stade de ta free agency? Pas sûr, hein. Donc Serge Ibaka en top of the list. Ouais, pour moi, il y a que 2 autres joueurs pour moi qui peuvent le contester, en fait. Et tu te dis que si c'est peut-être Paul Millsap, alors pas sur 3 ans par contre, dans moins longtemps que ça, je peux le connaître, mais c'est dans le prototype de l'intérieur 4-5 qui lui aussi peut s'écarter, mais qui lui en plus t'apporte un peu plus de playmaking, parce qu'au niveau de la passe il est quand même bon, et qui est aussi meilleur en défense collective qu'Ibaka, moins au cercle. Donc ça n'a jamais été son jeu. Ça se questionne. Mais sachant que Denver a la main dessus, à mon avis c'est compliqué. Et ton deuxième? Et le deuxième, pareil, c'est un autre joueur sur lequel les Nuggets ont la main, c'est Jeremy Grant. Ouais. Mais Grant, de toute façon, du salaire, c'est impossible. Hein. Bah, faut l'MLE, hein, c'est à peu près ce qu'il a aujourd'hui, mais ouais, ça me semble encore moins réaliste. Il était en surchauffe à tous les playoffs, il acceptera pas une full MLE des Lakers, à mon avis. Mais pareil, qui va lui donner entre 18 et 20 millions? Les Hawks. non. Collins sur toutes les minutes. Non mais oui, enfin Tu vois, c'est dans le calcul de ces joueurs-là, mais je pense que après c'est comme il est un peu plus jeune et qu'il a vraiment la possibilité de se faire un gros contrat maintenant. Lui, je pense qu'il passera pas à côté. Millsap, Ibaka. Ouais. Oui, je veux dire qu'en gros, Grant, il serait prompt à prendre la thune. À prendre la thune dans un petit marché. Ouais.
Ok. Mais c'est le seul où, si tu vois, Pelinka a le coup de téléphone de l'agent disant bon les gars, si vous voulez Grant sur un 1+1 avec une player option sur la deuxième année, c'est possible, en fait. Et là je dis ouais. Voilà, C'était intéressant, Grant. C'est clair que c'était quand même super intéressant. Après, j'avais quand même l'impression qu'il était en super surchauffe pendant les playoffs contre nous avec Denver. Quoi. Je sais pas si c'est le joueur qu'on aura dans un mois pour démarrer la saison régulière. Tu vois. C'était lequel d'entre vous qui avait posté un tweet après qu'il ait marqué plus de 20 points? Ouais, ça n'arrivera jamais. Le match d'après, C'était moi, il m'avait climatisé cet enfoiré. Enfin, ceci dit, c'était quand même super surprenant que ce mec se mette à mettre 20 points dans des matchs complètement random. Genre, la transformation était incroyable, tu vois. On doit plus de 25% à 3 points. C'était pas incroyable, ça? Ouais, si. Et c'était moi les tweets. Donc non, moi je serais hypé aussi par Jeremy Grant, mais je pense pas qu'il va pas se bousculer au portillon de El Segundo à ce prix-là, quoi. Après, les autres cibles que j'avais notées, moi, dans le range de la full MLE sont sympas. Alors, c'est pas tous des intérieurs. Okay. Mais le hic, c'est que ils sont très très bons d'un des deux côtés du terrain. Et est-ce qu'ils te coûtent de l'autre côté? Est-ce que ça vaut le coup de leur offrir la MLE? Là, j'ai deux candidats. J'ai Joe Harris et Rodney Hood. Rodney Hood qui revient du rupture du putain de la Chine, non? Pourquoi? Non, mais il y a personne qui s'en... Tout le monde se remet très bien de cette blessure. Culotté. Je vois que monsieur est joueur. Oh, putain. Ouais, non, mais tu verrais Joe Harris. Joe Harris, ce que j'aime bien, c'est que, bon, au périmètre, on sait ce qu'il vaut. Tu vois, donc en catch and shoot, et même parfois sur du pull-up, c'est quand même pas mal. Et quand même, c'est un joueur qui est extrêmement efficace. Et je regardais sur les types d'actions sur lesquelles il est très très bon. Il est très bon en transition, en spot-up et sur le hand-off. Comme par hasard, les trois jeux sur lesquels on use et abuse. Donc lui, tu le mets dans notre système offensif, ça marche direct. Après, en défense, il faudra pas lui demander de défendre sur Kevin Durant, quoi. Ouais. Bon, après, qui défend réellement sur Kevin Durant aussi? C'est notre question, mais... Non, mais de toute façon, j'ai l'impression en plus. Enfin, c'est pas sur lui que les Hawks étaient, justement. Les Hawks, ils sont vraiment sur tout le monde. Ils étaient sur Joe Harris aussi, non? Il me semble, je suis pas sûr. Oui. Bon, ils sont un peu sur tout le monde. Ils ont 43 millions à dépenser. Ouais. Donc ça finit en... Après, à voir, non, mais c'est toujours pareil. Est-ce que lui prendra pas les sous à Atlanta, par exemple, tu vois, plutôt que, je sais pas. Mais ouais, Joe Harris, ouais. Et l'autre, tu disais Rodney Hood, mais Hood, ça paraît pas énorme une full MLE pour Rodney Hood. Alors c'est moi qui connais mal le joueur, mais je sais que c'est un très très bon shooter et enfin super, on va dire super reliable. Mais de là à lui filer une full MLE, enfin je sais pas, ça me paraissait énorme. Tu le mets ça serait ton meilleur shooter. Ah oui, ça c'est clair. Ça serait de très loin, c'est ton meilleur shooter. Ouais. Le hic, c'est que il te résout zéro problème en défense. Lui, c'est sûr, il finit pas les matchs. Non. Est-ce que même tu le fais starter au poste 2-3? Je sais pas. C'est ça qui est, on l'a un petit peu abordé. C'est ça qui est ultra chiant avec le départ de Danny Green et que les gens ne veulent pas comprendre. Oui. C'est que ce mec-là rendait ta défense élite et en même temps te garantit un spacing. Bah c'est ça en fait. Et les gens, même quand il shoot à 25%, les gens vont défendre lui. Voilà, ils le respectent. Bien sûr. Et comme bien évidemment il shootait pas à 25% tous les soirs et qu'il a quand même une moyenne qui est plus que décente, même en playoff. C'est à partir du moment où il est blessé où ça commence à être cata. Hein. C'est la série c'est la finale contre le 8 et un petit peu avant, mais sinon contre les Rockets il est excellent. Je trouve que contre Portland aussi il est très très bon. Mais ce joueur-là et ce profil-là est quasi impossible à trouver en fait à la free agency. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, c'était, je pense aussi l'une des raisons pour lesquelles on l'avait bien payé quand on l'a signé, c'est parce que il a un profil, et à raison, c'est parce qu'il a un profil qui est quand même super intéressant, tu vois. On l'a martelé. Si on est champion, c'est avant tout pour la défense. Ah, mais complètement. Et ton meilleur défenseur cette année, je dirais dans la défense collective, hein, pour assurer la discipline, c'est lui. Ouais. Après, c'est pas l'impact flamboyant d'un Anthony Davis, c'est pas la hargne et les petites choses d'un Caruso, mais dans l'équilibre général, c'est lui, hein, l'élément central. Ouais, mais surtout qu'en plus en playoff, tu vois, c'était pas non plus du 30%, tu vois, il shootait à 34%, et sur toutes les séries, tous les attaquants ressortent, enfin tous les défenseurs ressortaient sur lui parce qu'ils savaient bien sûr, évidemment, tu vois. Donc c'est quand même une perte, hein. C'est pour ça que tout à l'heure j'en parlais quand on parlait de Schroeder en tout début de pod, c'est quand même une petite perte, hein. Pour moi c'est une grosse perte et ça met beaucoup de pression sur qui on va recruter au poste 3. Alors, et si tu veux, j'ai pas de
dans le range de la full MLE, pour moi, j'ai pas un candidat qui ressort en disant voilà, c'est lui. Avec où tu vois, où t'as l'alignement des planètes. Il fait très bien des deux côtés, il va accepter l'argent. Moi, mes cibles que j'ai pour un peu le remplacer, c'est un peu moins cher. Sinon, ça ferait chier, là, pour le coup, ça me ferait vraiment chier de mettre 9 millions sur eux. Et ce serait qui, du coup? Alors, du coup, là, pour moi, j'ai Justin Holiday. Ok. Du coup, là, on se dit juste, on boucle la partie full MLE et on part sur du... Si vous envoyez d'autres, j'allais évoquer d'autres candidats, mais qui vont... Vas-y. Bertens, qui a refusé de revenir dans la bulle pour sécuriser un énorme paquet de pognon. Vous voyez au-dessus de la MLE, on est d'accord? Bah oui. Le problème, c'est ça. Si on lui propose plus, je sais pas, les Hawks, on proposait plus déjà, ou je me rends pas compte. Et non, s'il a l'argent et puis il a raison. Il restait Aaron Baines et un stretch big. Est-ce que vous le voyez dans ce range-là, à 33 ans, prendre une année ou C'est cher, 9 millions. Ouais, c'est super cher, je trouve aussi. Je trouve ça cher. Et j'avais repéré, mais pareil, un profil qui correspond pas forcément, qu'en partie, Derek Favors, qui a fait son Pelicans en 4-5. C'est tellement pas sexy. C'est ça. Je te jure, c'est tellement un tue l'amour. Non mais attends quand même les noms que je vais te citer après champion parce que là t'es hyper chaud et on te dit Derek Favors là, putain. Attends les noms que je vais citer après quand même. Bon d'accord, mais du coup sinon donc pas la personne dans le MLE, sinon Serge Ibaka en premier, Gallo, ça serait ça. Paul Millsap si possible. Ouais. Et Jeremy Grant s'il fume. Et s'il fume, voilà, si vraiment voilà, il dit non. C'est ça, complètement, ouais. Petite question. Et Gallinari du coup aussi, qui finira vraisemblablement aux Hawks encore une fois, encore un, mais qui serait quand même une bonne cible. Franchement, si on se prend des portes d'Ibaka, de Millsap, de Grant et de tous, il faut la dépenser à un moment donné, hein, et que tu te dis que tu gardes pas Howard, il va falloir la dépenser cette MLE, tu vois, donc exactement. Splash sur Gallinari, tu vois, s'il est chaud, mais bon, c'est pour ça, mais de toute façon ça va aller tellement vite. Là, je pense que tout le monde est déjà en train de téléphoner à tout le monde que le scénario ça va comme l'année dernière, tout est réglé déjà, tout est quasiment réglé en tout cas. Tu vois, il y avait juste Kawhi qui faisait son. Et on n'aura pas ça. Il n'y a pas un joueur pivot cette année à la free agency. Donc en parlant de poste 3 messieurs, est-ce qu'on peut pas monter un sign in trade avec Bogdan Bogdanovic? Ah oui, c'est vrai qu'on peut en parler. Il est où Milwaukee? Non. Non. Putain. Et les mecs te disent pourquoi vous faites tomber le trade, c'est pas normal. Putain les gars, mettez un peu les sur l'échelle de la débilité, c'est où au niveau du trade avorté parce qu'ils ont confondu Dillon Brooks et Marshawn Brooks. C'est sur quel là c'est gros, tu vois, là c'est le mec qui dit mais non mais écoutez, c'est l'année spéciale, maintenant avec le CBA on fait ce qu'on veut, hein. Merde. Bon, Bogdanovic qui devrait prendre un peu plus que les 9 millions quand même la saison. Ouais, mais par contre si la vraie narrative c'est de dire bon allez Bogda, c'est bon, on l'a fait signer à 12 millions, c'est parfait, on est en dessous de l'Apron, on peut continuer à dépenser, et que de l'autre côté là, le mec qui dit mais non, j'ai jamais dit que je voulais que 12 millions, moi j'en veux 18, là ça peut être très drôle. Si c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est très 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 drôle. On passe sur la BAE messieurs. Ouais. Allez. Donc 3,6 millions, c'est ça Adrien? Ouais. Pour des joueurs donc certainement sortis de banque. Tu as parlé de Justin Holiday tout à l'heure. Ouais, pour moi c'est la cible numéro 1. Pour moi c'est la cible numéro 1 et c'est presque j'ai envie de te dire que si on rate Justin Holiday, on n'est pas très bien. J'avais ciblé Justin Holiday et c'est vrai que les autres en BAE, j'en ai pas. Moi j'ai Matthews dans la BAE. Ouais, tu lui offrirais jusqu'à 3,6 millions lui? Ouais, quand même. Quand même. C'est pas pas le minimum sur Wes Matthews. Non, je lui offre la BAE quand même. Okay. Bah, sinon pourquoi est-ce qu'il partirait de Milwaukee? Oui. Non, mais c'est clair. On remarque c'est que nous on peut limite lui proposer un poste de titulaire, ce qu'il n'avait pas du tout à Milwaukee. Peut-être là il acceptait de prendre un petit peu moins, mais bon, si on lui donne la BE, je sais pas la gueule. Oui, c'est quoi. Qu'est-ce que ça vaut défensivement Wes Matthews aujourd'hui? Alors Wes Matthews aujourd'hui, il est très bon sur le jeu, sur le porteur de balle, vraiment très bon. C'est un stopper, tu vois, c'est un chien de garde. C'est un chien de garde beaucoup plus que Danny Green. Et par contre sur la défense collective c'est l'inverse. Il sera moins impactant sur le collectif. D'accord. Tu vois sur les lignes de passe. Mais il a quand même une valo défensive quoi. C'est pas juste le mec c'est pas Rodney Hood. Poste 1-3, il va faire chier tout le monde. D'accord. À l'inverse, tu vois, Justin Holiday, il y a plus un profil défensif qui correspond à Danny Green. Ouais, voilà, c'est ça. Et les deux ont, de toute façon, sur les stats d'impact, sont très très hauts.
sur l'impact défensif. Ok, donc vraiment une BAE ciblée sur un 2-3 capable d'attirer le jeu, de sanctionner un petit peu et de défendre. C'est remplacer autant que faire se peut Danny Green avec la BAE. Ouais. C'est ça. Donc Justin Holiday au Wesley Matthews. On pourra jamais, il faut se le dire, on pourra jamais aussi bien le remplacer à mon avis. Ah non, écoutez, à partir du moment où tu fais le choix de Schroeder, c'est que tu as voulu être un petit peu plus impactant en attaque. Voilà, t'as lâché, t'as un peu bougé le curseur pour la saison du back-to-back. Ouais. Pourquoi pas, hein? Moi, c'est bien, hein, de tenter des choses et puis, tu vois, rajeunir l'effectif aussi, c'est très bien. Ah, puis on a plus Rondo la saison prochaine aussi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc il fallait être proactif, bravo de l'avoir fait, mais ça veut dire que, il faut absolument se blinder avec un des deux, ou Holiday ou Matthews. Ok. On va passer au contrat minimum, messieurs, au contrat vétéran. Alors, pardon, je suis désolé, hein, mais moi j'ai un troisième candidat sur la BAE. Alors j'en avais un, mais le fait que Maggie ait activé sa player option enlève un peu plus de pression sur le poste 5, surtout si on fait un Ibaka Millsap derrière. Mais si après on trade Maggie, je sais pas comment ça va se passer, mais un de mes candidats à la BAE, c'est carrément. Je l'attends. J'ai eu au minimum par contre, mais c'est possible. Ah non, qui ça Nerlens Noel. Ah, Nerlens Noel, encore lui. Oh là là. Oh mon dieu. Mais oui. Mais pour cet argent-là, il fait très bien ce qu'il a à faire. Non mais oui, c'est vrai. Si tu veux, c'est Maggie, mais avec du cardio. Ouais, carrément. Du coup, et avec du cardio, et qui peut aussi intervenir au périmètre de manière plus efficace que Maggie. Donc, c'est pas lui qui avait un énorme contrat aux Mavs. Grave. Putain, la clim quand il va arriver aux Lakers pour 3 millions. Ouais, il a refusé 70 millions aux Mavs, faute grave. Remarque, ça ferait un super tandem avec KCP qui avait refusé à peu près la même somme aux Pistons. C'est vrai. Donc, Nerlens Noel, Justin Holiday, Wesley Matthews, cités pour cette BAE. On passe au contrat minimum ou quelqu'un d'autre un nom à citer? Non. Parce que les autres noms qu'on a entendu parler, tu vois, pour à la free agency où je dis non direct, c'est Tristan Thompson. Tu vois, alors là, certainement pas. Ni la BAE, ni la MLE sur lui, s'il vous plaît. Et un autre profil où je me suis dit à la base pourquoi pas, mais en fait non, c'est Solomon Hill. Ok. Mais non, en fait non. D'accord. Pareil, lui, il serait très bien Hawks. Parfait. Si on peut parler des minimum contracts, on peut imaginer, donc si il n'y a pas Nerlens Noel, s'il n'y a pas Serge Ibaka, et que Dwight Howard s'en va, Dwight Howard peut s'en aller, mais Maggie il nous manque de l'intérieur, quoi. Ouais, il manque au moins un, voire deux pivots, et on peut imaginer des pivots qui sont protecteurs de cercle et rim runner au minimum. Est-ce que vous en voyez qui vous intéresserait? Ouais, j'en ai pas. Non. Le seul, c'est peut-être que Colestine. Ouais, je l'avais noté. Moi, j'ai noté Bismarck Biyombo et John Henson aussi. Après, en dessous, dans les je veux absolument signer, il y avait Jalil Okafor et Joachim Noah. Et je pense que c'est plus la bonne année. Non, mais ça n'a jamais été la bonne année. Pardon, excusez-moi, j'ai pris la fiche de l'année dernière. Excusez-moi, pardon. Aïe. Donc Bismarck Biyombo qui est sans contrat du coup. Ouais, mais non. Ah, moi je serais tenté minimum. Si vraiment il n'y a plus personne et que Nerlens Noel est parti. C'est un pari un peu à la Bradley en vrai, Bismarck Biyombo, je trouve. Mais ça peut marcher. Non, mais c'est ce que te dit pas ce fumier, c'est que lui il voulait lui envoyer 18 millions en 2016. Hein. Oui, je me rappelle. Et tu sais qu'il m'avait les a envoyés sur Mosgov. Tu sais qu'il m'avait embarqué dans son bandwagon la Bismarck Biyombo à l'époque, hein. Moi aussi j'avais fini par l'écouter et par y croire, hein. Les éclatements sur un pick and roll avec Jordan Clarkson, tout le monde le sait. Putain. Donc Willie Colestine pour être sérieux, moi ça me parle, hein. Ouais. C'est un joueur que j'aime bien moi à titre personnel. Donc au minimum, carrément. Il a refusé sa player option cette année, donc il était au minimum au Mavs et est-ce que franchement ça reprendra pas plus que le minimum en tout cas. Non, défensivement c'est quand même beaucoup moins prometteur je trouve que Howard, tu vois, qui lui prenait pareil chez nous, mais bon, ça reste quand même un joueur honnête, tu vois, qui a un peu ses capacités justement dont tu parlais de rim runner, de protecteur, de rim protecteur, de mec qui est capable finalement on va dire de faire les boueurs entre guillemets, hein, de ta peinture, quoi. Moi je suis pas contre moi Willie Colestine, absolument. Messieurs, est-ce que vous avez des noms peut-être encore à l'intérieur? Sur les pivots, j'en ai pas. Au minimum, c'est pas un poste. Je me dis que si tu as Maggie, tu rajoutes Ibaka et avec AD et avec à mon avis un joueur qu'on va quand même re-signer, c'est Cousins.
en attendant qu'il a... Oui, bah d'ailleurs, Quick, ouais. Il y a eu beaucoup de questions sur Corzine, c'est ce qu'il faut le reprendre. Voilà, pour moi, c'est le seul intérieur que je signe au minimum. Si on signe Ibaka. D'accord. Après, on aurait trop de monde sur le poste 5 pour ce qu'on en fait. Oui. Tu vois, tu t'as bien vu en playoff, le Dwight Howard, il a servi vraiment que dans des cas super spécifiques, quoi. Et Maggie aussi. Maggie, il a pas servi du tout, carrément. Tu vois, donc, ouais. Tu vois, avec Howard, il y avait Howard qui cédait parfois ses minutes à Markieff Morris. Tu vois, c'est ça le destin du poste 5 aujourd'hui, dans certains match-ups en playoff. Bon, peut-être poste 4, Adrien, est-ce que tu as des suggestions de joueurs au minimum? J'en ai un. J'en ai un aussi. Ouais, j'en ai un. Est-ce que tu repars cette... Ah, maintenant, Tony, vas-y, Toliver, oui. J'ai Toliver, moi, sur le poste 4. Il est dispo, pourquoi pas. Ok, j'allais te poser la question. Il était pas dans la shortlist la saison dernière, celui-là? Si. On l'a sorti. Il est toujours dans la shortlist des joueurs au minimum. Un autre joueur qui avait été sorti au minimum, c'était Jeff Green, qui s'est perdu à Utah avant de revivre un petit peu à Houston. Je suis pas frais. Personne n'y va. Moi, c'est pas mon délire aussi, pareil. Donc, Jared Dudley au minimum, si jamais il faut un 15e homme ou une Cherry. Ouais, c'est exactement ça. Il faut des joueurs un peu de vestiaire, et dans ce sens-là, je préfère à ce moment-là avoir un Dudley qu'un Jeff Green. Sur les extérieurs, messieurs, puisqu'on a parlé des intérieurs au minimum, est-ce que vous voyez des noms que vous aimeriez bien voir aux Lakers? Ouais, j'en ai deux. Vas-y. J'en ai deux. Le premier que je propose, c'est Courtney Lee. Ouais, bah putain, j'allais sortir. Mais vas-y, allons-y. Courtney Lee, ça serait pour le coup, tu vois, un Danny Green du pauvre, mais il fait... J'aurais plutôt tendance à dire, excuse-moi, je te coupe, un Troy Daniels du riche plutôt, dans ces conditions. Ouais, mais il défend. Donc déjà, c'est pas trop Daniels, tu vois. Ouais. Après, est-ce qu'il défend, tu vois. Ah, il défend moins qu'à la grande époque, mais il défend beaucoup plus que Troy Daniels. C'est pour ça que je préfère. Ah oui. Tu vois, il est plus dans le mode du 3&D, tandis que Daniels, c'est juste un artilleur. Ouais. Il y a lui, et alors, par contre, l'autre. Un artilleur qui artille à 30% chez nous, mais bref, oui. Et du coup, Oui, c'est probable. Mais bon. Alors, et si tu aimes 30%, alors ça tombe bien. Si tu aimes les joueurs qui shootent pas plus que 30%, là, je te cite mon gâté, mon petit chéri. Je te parle de André Robertson. Mais il est revenu de sa blessure, de sa vilaine blessure. Évidemment que non, mais on sait jamais. Au minimum, là on parle d'un joueur au minimum. Vraiment, tu t'engages à quelque chose. Et tu vois, t'étais vraiment en galère contre Kawhi en playoff, et ben tu dis allez vas-y, je t'envoie sur le rab là pendant 30 minutes André Robertson, et on va voir ce qu'il en ressort. Mais c'est juste pour ce moment-là, pour te pourrir la vie pendant une demi-heure. Je me dis que tu peux rentabiliser ton salaire minimum. Et puis ça équilibrerait parfaitement avec Roneoun à la mid-level exception, quoi. Il y en a un qui défend pas, l'autre qui shoot pas. C'est parfait. C'est exactement. Est-ce que tu avais d'autres joueurs au minimum sur les extérieurs? J'ai vu passer Josh Jackson. Alors si c'est pour que quelqu'un caillasse toutes les voitures du Staples Center, certainement pas. Et oui, mon dernier joueur que j'ai, alors dans la catégorie, non, quand même pas. Mais alors dans la catégorie, il est en galère, personne en veut. Il te reste une place dans le roster. C'est je reste sur mon petit Jeff Teague. Ouais. Mais quel rôle pour Jeff Teague du coup? Le rôle de deuxième meneur de métier, parce qu'on a quand même pas de meneur de métier à part Schroeder et LeBron. Et LeBron. Ouais. Mais voilà, je mettrais Jeff Teague dans ce sens-là, puisque si tu l'as au salaire minimum, c'est exactement le profil d'un Rondo au minimum. Il est pas très loin de lui sur ce qu'il est capable de faire au niveau du playmaking. Il faut quand même le respecter sur ce qu'il peut faire balle en main. Par contre, il serait quand même plus efficace en transition, et je pense aussi que sur le tir, c'est quand même une valeur un peu plus sûre que Rajon Rondo. Donc si lui, il est encore dispo, tu vois, après les premières heures de la free agency, et qu'on a une place de libre, je lui offre volontiers. Au minimum. Non, pas au minimum, du coup. Jordan, il va prendre 17-18 millions cette free agency. Ouais, je sais. Ouais, je sais. C'est bien. Il a raison, parce que. Il a raison. Et là, il pourra, pisser sur l'ensemble des personnes qui se foutent de sa gueule depuis 5 ans, Ouais, carrément. Là, j'ai juste dit Jordan Clarkson parce qu'il me manque, et parce que c'est un free agent cette saison, mais malheureusement, c'est très compliqué de le projeter dans le projet Lakers. Il y a Schroeder, donc c'est fini, tu vois, c'est le profil. Petite question, puisqu'on est sur les postes de meneur, de faux meneurs avec Jordan Clarkson. Shabazz Napier, ça part à combien cette saison? Ça part en Chine, non? Ouais, ça part en Chine. Ça part au minimum, quand même. Au minimum. Ouais, au minimum en Chine, ouais. Et j'ai une question.
Nwaba, c'est pas Houston qui a une team option sur lui. Ils l'ont pris. Les mecs qu'on a dégagés quand même. Non mais. On rappelle les ex. Ouais, mais après on rigole, mais c'est pas un profil dégueulasse, hein. Franchement, pour un minimum dernier, genre dans les tout derniers contrats que tu donnes, ouais, je sais pas, il est pas dégueu, quoi, tu vois. Et Adrien, ton chouchou Maurice Harkless, qui se plaisait pas trop à. Je sais pas. Harkless. Oui, d'ailleurs Harkless, ça donne quoi au niveau du contrat? Ça demande quoi ça? Ça prend, à mon avis, ça va demander. Bah non, ça va pas demander plus que le minimum cette saison-là. Je pense pas. Ah ouais. Il y a pas de marché pour lui, à mon avis. Il s'est effondré lui parce que la saison. Il avait clairement pas envie de jouer à New York. Hein, Ouais, lui c'est la descente aux enfers en termes de salaire parce que c'était quoi déjà? Il partait des Clippers à New York, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais en échange du frère, du moins beau frère des Maurice. c'est ça. Bah, Harkless, c'est pas dégueu, hein. Ouais, ça shoot pas. Hein. Et si tu veux prendre au minimum un joueur dont tu sais qu'il va pas shooter et qui défend comme un chien de la casse, André Robertson, c'est tout. Ouais, c'est pas faux. Après, en plus, c'est bon. Est-ce qu'on a envie de voir des 45% au lancer franc d'André Robertson? Je sais pas. Je sais pas, il y en a qui voulaient voir Westbrook chez nous, donc c'était possible. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, non? Ouais, après, on peut peut-être prendre André Robertson et Bismack Biyombo pour prendre les rebonds. Moi, je suis convaincu que Bismack Biyombo ferait du bien. Voilà, allez, c'est vous de la faire. Non, messieurs, est-ce que vous avez d'autres joueurs à rajouter? Est-ce que vous avez d'autres attentes par rapport à cette agency? Parce que ouais, ça paraît compliqué maintenant avec les profils qu'on a. Ouais. C'est ça. Et puis tu veux du shoot à son poste. Ouais, il va y avoir la question des buyouts aussi, puisqu'il y a, au hasard, hein, Trevor Ariza qui est arrivé chez les Pistons. Non, écramé. George Hill qui est arrivé à la Nouvelle-Orléans. Je sais pas s'ils vont réussir à l'échanger avant un buyout. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça passe? Ouais, je pense qu'on passe à côté d'un George Hill. Oui, on peut s'en mordre les doigts d'avoir pris Dennis Schroeder. Mordre les doigts, tu vas pas jusque-là, mais. Oh putain, mon dieu. Oh là là. Ouais, non, franchement, non. Non. Okay. Moi, je suis content avec mon Renault allemand, moi, ça, je suis content. Ouais, il faut être content des paris qu'on fait pour la grave. Franchement, on a eu du nez, hein, la saison dernière. Pourquoi est-ce que rien ne marcherait cette saison, tu vois? Les paris Howard, Bradley, il fallait quand même les faire, tu vois. Ils ont plutôt pas trop mal marché, donc, Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que tes paris à pas très cher l'année dernière ont très très bien fonctionné. Ouais, grave. C'est ça le truc. Donc confiance au FO pour le back-to-back, disons. Un mot pour la fin, messieurs, puisque ça qu'on est là ensemble. Oh putain, mon Dieu. Est-ce que vous avez un mot pour la fin, pour finir, pour clore ce premier podcast de la saison 3? Ceux qui sont arrivés, merci à vous, franchement, vous êtes chaud. Ouais, bah c'était un bon pod. Ils auraient pu acheter un second tour quand même, merde. Ouais. Sérieux, un 40e choix. C'était la mer à boire quand même à choper ça. Non mais surtout en plus quand tu connais le talent du scouting des Lakers, quoi. Je veux dire, tu leur fais pas honneur, les mecs. Ils sont super chauds, ils ont du nez et tu leur fais pas confiance pour une année où ils peuvent te dégoter justement, dire un THT bis ou quelque chose comme ça, quoi, tu vois, un truc cool. Et ouais, c'est con, quoi. Franchement, c'est super con. Bon allez, on se retrouve la prochaine fois pour voir si on a signé Serge Ibaka. Yes. Allez, bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Ciao, à la prochaine.